On adore nos chats, c'est une évidence, mais parfois, franchement, ils peuvent nous rendre complètement dingues, pas vrai? On va voir ensemble pourquoi les punitions qu'on utilise d'habitude ne marchent pas, et surtout comment adopter une approche qui, elle, fonctionne vraiment, tout en étant respectueuse. Préparez-vous, ça pourrait bien changer votre relation avec votre matou. Ah, le fameux scénario que tout le monde connaît. On surprend notre chat en train de faire ses griffes sur le canapé neuf. On lui dit non, et là, il nous lance un regard vide, genre « de quoi tu parles ?» lâche peut-être un petit bâillement pour bien marquer son indifférence, et hop, il y retourne. C'est juste frustrant au possible. Mais alors, qu'est-ce qui se passe vraiment dans sa petite tête à ce moment-là? Alors, voilà le plan de match. D'abord, on va décortiquer pourquoi punir. Eh bien, la plupart du temps, ça se retourne contre nous. Ensuite, on verra les 3 erreurs à ne jamais commettre. Après, on passera au gros morceau, la prévention, qui est la vraie solution. Et on finira avec la technique précise pour intervenir sur le coup au bon moment. Allez, c'est parti. Bon, on attaque le cœur du problème. Pour corriger efficacement un chat, il faut d'abord comprendre un truc essentiel. La plupart de nos réflexes sont basés sur une énorme erreur de perspective. Il est temps de faire un petit voyage dans la tête de nos félins. Voilà le mot magique. Anthropomorphisme. Ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est tout simple. C'est notre tendance à projeter notre propre façon de penser sur nos animaux. L'image est simple, c'est comme essayer de lancer un programme Windows sur un Mac. Ça ne peut pas marcher. Eh bien, quand on punit un chat, on fait exactement ça. On applique notre logiciel social humain sur un système d'exploitation félin qui est totalement incompatible. Et ce tableau, il résume tout. D'un côté, les humains et les chiens, on fonctionne de manière hiérarchique, on a un chef et on cherche à lui plaire. De l'autre côté, le chat. Lui, son monde, ce n'est pas la hiérarchie, c'est le territoire. Son but dans la vie, ce n'est pas de faire plaisir à son maître, c'est de s'assurer que son environnement est sûr et qu'il a tout ce dont il a besoin. L'idée de nous décevoir, ça n'a juste aucun sens pour lui. Et là, on arrive au changement de mentalité le plus important. Un mauvais comportement, ce n'est jamais de la méchanceté ou de la vengeance. Jamais. C'est un symptôme, un signal. Votre chat ne se comporte pas mal, il est en train de dire « Hé, il y a un truc qui cloche, j'ai un besoin qui n'est pas rempli ». Notre boulot, ce n'est pas de punir le messager, c'est de décoder le message. Et ces besoins, en général, on peut les classer en 3 grandes familles. D'abord, l'ennui. Faut pas oublier qu'on a un petit prédateur entre 4 murs et il a besoin d'action. Ensuite, le stress ou la peur. Les chats sont des créatures d'habitude, le moindre changement peut les perturber. Et enfin, l'instinct, tout simplement. C'est un chat, il est programmé pour griffer, pour grimper, pour chasser. Ah, la voilà, l'erreur classique, celle qu'on a presque tous faite. On rentre du travail, on découvre la plante renversée et on va chercher le coupable pour le mettre le nez dedans en lui faisant la morale. On a l'impression d'être juste, mais si on se met 2 secondes à sa place, qu'est-ce qu'il apprend vraiment? Tout est une question de timing, c'est capital. Le cerveau d'un chat a une fenêtre d'à peine 3 secondes pour faire le lien entre ce qu'il a fait et la conséquence. 3 secondes. Au-delà, c'est fini, le lien est cassé. Alors imaginez 1 heure plus tard, pour lui, il n'y a aucun rapport. Tout ce qu'il perçoit, c'est que son humain, sa source de sécurité, devient soudainement agressif et imprévisible. On ne lui apprend rien, pire, on détruit la confiance. Ok, maintenant qu'on a bien compris pourquoi la punition est contre-productive, voyons concrètement les choses à bannir, celles qui font activement du mal à notre relation avec notre chat. Voici les 3 jamais absolus. Considérez ça comme les 3 commandements de base. Primo, jamais, au grand jamais, de force physique. Une tape, même petite, ça n'apprend que la peur. Deuxio, on ne crie pas, et surtout pas en utilisant son nom. On va voir pourquoi. Et tertio, le fameux vaporisateur d'eau, on le met à la poubelle. Il apprend juste au chat à se méfier de nous. Le point commun de ces méthodes, elles créent de la peur, pas de la compréhension. Le problème quand on crie le nom de son chat, c'est très simple. Son nom, ça devrait être le plus beau mot du monde pour lui. Ça doit être synonyme de caresse, de friandise, de jeu, que du positif. Si on commence à l'utiliser pour le gronder, ce mot devient un signal de danger. Et très vite, quand on l'appellera, au lieu de venir en courant, il ira se planquer sous le canapé. D'accord, on a assez parlé de ce qu'il ne faut pas faire. Passons à la partie la plus importante, la solution. Et pour ça, on va complètement changer de perspective. On arrête d'être dans la réaction, on passe en mode proactif. La meilleure façon de corriger un mauvais comportement, c'est de faire en sorte qu'il n'arrive jamais. C'est de créer un monde où le chat n'a tout simplement pas besoin de mal se comporter. Prenons le problème numéro 1, le canapé en lambeaux. Le secret, ce n'est pas d'empêcher le chat de faire ses griffes. C'est un besoin instinctif. Non, le secret, c'est de lui offrir une alternative bien plus intéressante. Un griffoir parfait, ça doit cocher 4 cases. Il doit être ultra stable, assez haut,
fait avec un bon matériau comme le sisal, et, point crucial, il doit être placé dans un lieu de passage, un endroit important pour le chat, pas caché dans un coin. Ce chiffre, 90 cm, il est bien plus important qu'on ne le croit. Quand un chat fait ses griffes, ce n'est pas juste pour s'aiguiser les ongles, c'est surtout pour s'étirer de tout son long, de la tête à la queue. Et c'est aussi une forme de marquage visuel, sa carte de visite. Plus les griffades sont hautes, plus il paraît grand et impressionnant. Un petit griffoir tout rikiki, ça ne l'intéresse absolument pas. On a parlé de l'ennui comme source de problème. L'antidote, c'est le jeu. Mais attention, pas n'importe comment. Pour être vraiment efficace, le jeu doit simuler le cycle complet de la chasse. D'abord, le chat traque, il observe. Ensuite, il poursuit, il attrape la proie, et à la fin, il la tue. C'est hyper important de le laisser gagner, et d'achever la séquence avec une friandise. Ça satisfait son instinct et ça le cambe. Le chat passe son temps sur le plan de travail de la cuisine. Ce n'est pas pour nous embêter, c'est son instinct qui lui dit de chercher des points en hauteur pour observer son territoire. Le message ici est clair, n'interdisez pas, offrez une meilleure option. Un grand arbre à chat, des étagères murales, créez-lui un poste d'observation encore plus cool que le plan de travail et il l'abandonnera de lui-même. On arrive au moment critique. Même avec la meilleure prévention du monde, il arrivera qu'on surprenne notre chat en flagrant délit. Alors, que fait-on à ce moment précis ? Voici la méthode pour intervenir, sans détruire la confiance qu'on a mis tant de temps à construire. C'est la méthode interrompre et rediriger, en 3 temps. 1. On interrompt. Avec un son court et sec, comme un claquement de main. Surtout, on ne regarde pas le chat. Le son doit sembler venir de l'objet lui-même. 2. On redirige. Calmement, sans un mot, on l'amène vers la bonne option, le griffoir. 3. On récompense. Dès qu'il pose une patte dessus, c'est la fête. Voix douce, caresse, friandise. Le message est clair. Canapé est désagréable, griffoir est génial. Et si ça mordit un peu trop fort pendant le jeu ? On utilise la seule punition qui marche, la punition négative. Ça ne veut pas dire être méchant, ça veut dire retirer quelque chose que le chat adore. Étape 1, on pousse un aïe aigu comme le ferait un autre chaton. Étape 2, la plus importante, on retire la main. Le jeu s'arrête net. Étape 3, on l'ignore complètement pendant quelques minutes. Il va très vite comprendre que mordre, ça met fin à tout ce qui est amusant. Et ça nous mène au principe le plus puissant de tous. Interrompre un mauvais comportement, ce n'est que la moitié du chemin. Ce qui va vraiment faire en sorte que le bon comportement reste, c'est de le renforcer positivement. En félicitant le chat à chaque fois qu'il utilise son griffoir, on ne lui dit pas seulement ce qu'il ne faut pas faire, on lui montre avec enthousiasme ce qu'il faut faire. C'est la différence entre obéir par peur et coopérer par envie. En fait, si on résume, c'est un vrai changement de mentalité. Au lieu de punition, on pense prévention. Au lieu de crier, on interrompt et redirige. Au lieu de gronder, on retire notre attention. Chaque fois qu'on change notre réaction, on change ce que le chat apprend. Et c'est comme ça qu'on passe d'une relation de conflit à une vraie communication. Au final, tout se résume à cette seule question. La prochaine fois que votre chat fait quelque chose qui vous déplaît, arrêtez-vous une seconde et demandez-vous, est-ce que j'essaye de punir une erreur ou est-ce que je suis en train de lui enseigner une meilleure solution ? Choisir la deuxième option, c'est ça le secret pour construire une relation vraiment indestructible avec son chat. Merci d'avoir suivi cette présentation.